C'est parti, petite vidéo aujourd'hui. On est à 3 mois du départ de l'UTMB, ce sera mon troisième, et je vous partage aujourd'hui ma méthode pour préparer l'UTMB en 3 heures de course par semaine. 3 heures de sport par semaine uniquement pour aller réussir dans 3 mois 170 km et 10K de D+, à l'équivalent plus d'un Everest à grimper et à descendre d'une traite en moins de 46 heures. Je vous partage ma méthode, mais déjà, 3 petits trucs avant ça. La première chose, c'est que je le fais depuis mon bureau et pas à courir, ni en montagne, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est là que je suis le plus clair de mon temps et je le prépare en tant qu'amateur. Et du coup, ça, c'est déjà important. C'est le plus clair de son temps. On ne le passe pas forcément à courir et ça, c'est une réalité pour pas mal d'amateurs. La deuxième chose, c'est que je le dis pas par bravade, ce 3 heures pour réussir l'UTMB. Je le dis pas par bravade, c'est pas non plus une fierté. Je suis encore moins en train de dire que c'est la meilleure façon de se préparer, encore moins de dire que c'est la bonne façon de se préparer pour vous, encore moins de dire que c'est la seule, et encore moins contre telle ou telle autre méthode qui prône plus ou qui prône quoi que ce soit. Au contraire, c'est pas contre, c'est pour. Pourquoi? Parce que c'est juste une réalité. Moi, je m'entraîne 3 fois par semaine. À chaque fois, c'est 1 heure par semaine. Grosso modo, ça varie entre des fois 45 minutes, des fois 1 h 15. Et ce qui fait que ça varie, c'est plutôt les contraintes de la vie familiale ou de la vie pro que un plan d'entraînement ou quoi que ce soit. Au-delà de ces 3 fois par semaine et 3 fois 1 heure, c'est en ville, du coup dans une des plus grandes villes de France, enfin à Lyon. Du coup, il y a un peu de dénivelé à Croix-Rousse et à Fourvière pour ceux qui connaissent, mais il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de KV à moins de 10 minutes d'ici, à moins d'1 heure d'ici non plus. Je le fais sans montre, j'ai pas de programme d'entraînement, je fais pas de week-end choc, je fais rien de tout ça. Donc voilà, donc ça c'est juste une réalité. Et pourquoi est-ce que je le partage? Ça, c'est la troisième raison. Pourquoi est-ce que je le partage? Pour dire que c'est possible, entre guillemets, et pas si ça peut inspirer, je suis personne pour inspirer personne, mais juste pour relativiser. Et comme quoi, le message que je veux porter, c'est que potentiellement, ces efforts-là, ils sont plus accessibles qu'il n'y paraît, et la limite, elle n'est pas forcément physique ou du corps humain. C'est beaucoup plus comment est-ce que ça peut être le trail, et pour moi ça l'est, un facteur d'épanouissement. Et c'est passer ce message-là que potentiellement on peut être, et on est bien plus maître de sa propre performance et de son propre accomplissement personnel, de son propre épanouissement personnel grâce à l'activité physique et grâce au sport, et en particulier au trail. On peut trouver sa voie et définir ses standards bien plus que ce qu'on entend classiquement un peu partout, ou dans ce qui traîne dans l'air sur les prépas UTMB, l'ultra trail, comme quoi c'est extrême, comme quoi il faut s'entraîner 2 fois par jour, comme quoi il faut faire X kilomètres de D+, par semaine, etc. Et on parle que de volume. Et du coup, ce que je voulais vous partager là, donc non seulement comme quoi c'est possible de s'entraîner que 3 fois par semaine et 3 fois 1 heure pour réussir l'UTMB, ça je te dis, ça doit faire 5 ans maintenant que je m'entraîne comme ça. Pourquoi? Parce que les enfants, parce que la vie pro, etc. Et j'ai déjà réussi quelques-uns quand même de 100 miles qui sont moins connus que l'UTMB, mais par exemple le Snowdonia, par exemple le Verbier Saint-Bernard, par exemple le Chianti il n'y a pas longtemps, et quelques autres courses de 100 miles comme ça, notamment l'Istria UTMB l'année dernière. Mais là, l'idée, c'est de le faire sur l'UTMB, plus connu, on va dire, comme course, et de montrer que c'est possible de casser les dogmes, entre guillemets, pour être maître de sa propre performance et s'épanouir. Et là, je vais vous partager maintenant 3 dogmes un peu que je vois de sources un peu différentes, mais qui commencent à se casser aussi, ou du moins à se fissurer de l'extérieur, et je trouvais ça intéressant, et je voulais vous le partager. La première chose, c'est Mathieu Blanchard, qui dans un post Facebook là, du 22 mai, après le Snowdonia, du coup, il pose la question notamment du grammage en glucides. Parce que ça, c'est un des dogmes qu'on entend à fond en ce moment, et depuis quelques années, c'est comment est-ce qu'on peut maximiser sa performance en maximisant la quantité de glucides par heure qu'on peut absorber en course, en ultra. Et du coup, ça semble être une course au max, du max, du max, du max. Maintenant, on a l'impression que si on prend moins de 80 grammes de glucides par heure dans un ultra, on est entre guillemets personne ou on n'a rien compris. Que 100, c'est bien, mais au-delà, ça pourrait être plus et ce serait mieux. Et là, je trouvais ça intéressant, ce post de Mathieu Blanchard, qui partageait que sur l'UTMB 2022, il était plutôt à 40 grammes de glucides par heure, que sur la diagonale, il est plutôt à 80 grammes de glucides par heure en 2024 quand il gagne, et sur là, la Snowdonia à 100 km, il était plutôt à 100 grammes de glucides par heure. Et du coup, il partage aussi, voilà, comme quoi il y a potentiellement des troubles digestifs ou des troubles gastriques qui font que la course, elle n'est pas forcément ultra agréable, petit jeu de mots, ultra agréable, en fonction de ça et de sa prise. Et surtout, il le fait relativiser sur l'effet de la performance. Alors, c'est juste, voilà, un truc, et il pose une question. En plus, le spot, j'imagine, peut-être est sponsorisé, j'en sais rien en vrai. Mais je trouvais ça intéressant, le fait que, voilà, il y a un athlète aussi bon qui fait référence, qui est aussi connu et qui commence à fissurer un petit peu et à poser la question au moins de est-ce que la course au plus c'est le mieux ou pas.
La deuxième chose là-dessus, c'est que globalement, et si je me souviens bien des cours de DU de l'année dernière à l'université de Grenoble, de DU de trail, si mes souvenirs sont bons, la quantité d'énergie, donc de kilocalories qu'on va passer dans un effort, elle est fonction de son poids de corps et elle est fonction du kilomètre effort qu'on va faire, pas de son allure. Et donc, ce qui voudrait dire que, et grosso modo, on est à 1 kilocal par kilo de poids de corps par kilomètre effort. Kilomètre effort étant en soi 1 kilomètre à plat et 1 kilomètre, 100 mètres de D+, égale 1 kilomètre effort aussi. Et du coup, en fait, la consommation de kilocalories qu'on va passer pour un épreuve, pour un effort, elle est fonction de ça. Elle est fonction de son kilo de poids de corps et de la distance qu'on va faire. Elle n'est pas fonction de la vitesse à laquelle on va le faire. Et du coup, quand on a, par exemple, un Mathieu Blanchard qui prend 100 grammes de glucides par heure, quelle est la distance qu'il va couvrir et donc l'apport, on va dire, s'il prend 100 grammes en une heure, je dis une bêtise, il va faire 15 km. Et donc, du coup, ces 100 grammes, ça correspond à j'ai fait 15 km avec le dénivelé qui est associé à ces 15 km. Mais quand nous, on est amateur et qu'on met quasiment on va simplifier, on va mettre 2 fois plus de temps à faire ces 15 km. Mais en fait, on va avoir la même dépense énergétique. Si on fait le même poids que Mathieu Blanchard, on va avoir la même dépense énergétique. Donc, on va passer et on va consommer le même nombre de kilocalories. Mais on va les consommer sur 2 heures et pas sur 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on va 2 fois plus lentement et que ça dépend juste de notre kilo de poids de corps et de la distance parcourue, pas de la vitesse. Et donc ça veut dire que si Mathieu Blanchard il prend 100 grammes à l'heure, et déjà il sait pas s'il est 40 ou il a pas l'air d'être super serein sur le fait de attends, est-ce que 100 c'est mieux que 40 ou 80, en vrai on sait pas. Mais si il est à 100 grammes par heure, ça veut dire que nous en amateur, si on se met à 100 grammes par heure, comme on va 2 fois moins vite, en fait par kilomètre parcouru, on consomme 2 fois, on s'envoie entre guillemets 2 fois plus de glucides. Et du coup, ça, c'est le premier truc, c'est relativiser non seulement sur l'apport en glucides en lui-même, et je trouvais l'intervention de Blanchard assez intéressante. Et la deuxième chose, c'est de le remettre dans le contexte de la consommation réelle de kilocalories en fonction de la vitesse et donc quand on est amateur. Donc en fait, manger 100 grammes de glucides par heure quand on est devant et qu'on va 2 fois plus vite qu'un amateur, ça n'a pas du tout la même valeur ou la même conséquence non plus que si on va 2 fois moins vite mais qu'on s'envoie entre guillemets la même concentration à l'heure. Du coup, ça, c'était les premières fissures un petit peu de dogme, et je trouvais ça assez intéressant, et je voulais le partager là. Et du coup, pour un amateur, finalement, comment est-ce qu'on définit par rapport à soi son besoin en glucides? Comment est-ce qu'on teste? Est-ce qu'il y a autre chose que les glucides? Et comment est-ce qu'on va construire cette stratégie, on va dire, de nutrition? Mais a priori, le tout glucide n'est pas forcément valable partout. La deuxième source, c'est Kylian Jornet, donc dans la tête d'un coureur, là, le podcast qui est sorti dernier week-end de mai, et du coup sur lequel il partage quelques-uns de ces aspects de nutrition. Et notamment, je trouvais un truc intéressant, c'est qu'il pose la question, en fait, comment est-ce que vous avez mangé au fur et à mesure du temps, entre quand vous étiez jeune, quand vous étiez ado, quand vous avez commencé du coup la pratique à haut niveau, et maintenant, quel est votre rapport à la nutrition et qu'est-ce que vous avez mangé? Et en fait, il disait, quand j'étais petit, c'était mes parents qui faisaient à manger dans le refuge, principalement mon père qui faisait à manger dans le refuge, du coup c'était plutôt ça. À l'adolescence, il dit en fait, la nutrition, c'était pas du tout en fonction du sport ou quoi que ce soit, c'était avant tout une nutrition de subsistance, c'est-à-dire c'est quoi mon budget et c'est quoi, on va dire, qui est le plus simple aussi à préparer. Et en fait, on faisait une casserole de riz ou une grande quantité de riz pour la semaine et on la mangeait tout au long de la semaine. Ça coûtait pas cher et c'est ce qu'on était capable de faire. Donc c'était de la subsistance, pas du tout de la performance. Et le dernière étape, on va dire, nutritionnelle dont il parle, je trouve, au quotidien, du moins dans son alimentation du quotidien, c'est depuis qu'il est avec Émilie, depuis qu'il est en Norvège, à Forsberg, mais lui il l'appelle limite dans le podcast, et qu'il est en Norvège, finalement, en fait, sa femme étant végane, je crois, ou végétarienne, elle aime son jardin, elle aime faire la cuisine, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'il partage plus, en fait, ce qu'on mange au quotidien, c'est fonction de ce cadre un peu social et environnement direct, beaucoup plus que la nutrition de la performance. Ce qui n'empêchait pas à l'époque de gagner aussi, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il aurait été meilleur s'il n'avait pas mangé autrement. Bref, peu importe, mais pour dire que aussi à ce niveau-là, en fait, ce qu'on mange au quotidien, en fait, ça dépend d'autres paramètres que simplement la théorie ou qu'est-ce qui serait le mieux, entre guillemets. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que là, c'est transposable quasiment à tout un chacun. C'est en fait qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, je suis en paix avec ma nutrition. Et en fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je vais manger au quotidien et de façon répétée. Et ça dépend pas que de moi, ni que de ma pratique. Mais par contre, ça a des implications sur qu'est-ce qu'on mange en course. Et si je suis complètement à l'opposé de ce que j'ai au quotidien ou c'est pas en lien, on va dire, avec mon entraînement, du coup, potentiellement, je peux être à côté. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Le partage aussi de la part de Jornet de dire, en fait, la nutrition, ça dépend d'autres facteurs
Et ça, c'est vrai aussi quand on est amateur et a fortiori quand sa vie tourne pas autour du trail et de l'ultra, mais que tous les jours, je sais pas, on a des déjeuners au boulot où on est contraint, où on doit manger à certains horaires, ou en fonction d'autres choses qui sont préparées pour nous ou préparées pour d'autres. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant et pareil, ça remettait en perspective l'idée du tout glucide, l'idée de au quotidien, est-ce qu'il faut manger que des pâtes ou finalement comment ça se fait ça. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et le troisième dogme un peu que je voyais un peu aussi, pas fissuré, mais par rapport à ce qu'on entend en général, c'était sur le Weekend Shock. Et du coup, l'interview de Guillaumier et les deux podcasts qui ont été faits par Cyril Forestier, qui dans le deuxième, du coup, interview Guillaumier sur le concept de Weekend Shock et comment les créer, les paramétrer, etc. Et de dire et de rappeler que en fait, il n'y a pas a priori, il n'y a pas eu de science ou d'études, ce qui ne veut pas dire que ça marche pas ou que ça marche moins bien qu'autre chose, mais il n'y a pas eu d'études réalisées spécifiquement sur le Weekend Shock, et je trouvais que c'était intéressant de la part de Guillaume Millet de le remettre, et de Cyril Forestier, de le remettre en perspective, en disant que a priori, il n'y avait pas d'études scientifiques derrière ça, et que donc on mettait ce qu'on en disait sous et entre ces guillemets-là, et que potentiellement on n'est pas obligé d'en mettre, que ça dépend de son entraînement, on va dire beaucoup plus global, de là où on habite, de son objectif de performance, de qu'est-ce qu'on va mettre au quotidien dans son entraînement, etc., etc. Et donc on n'est pas obligé de commencer la structuration de son entraînement par positionner ces week-end shocks qui doivent être comme ci, comme ça, etc. Et donc ça, je trouvais que c'était la troisième fissure, on va dire, dans ce qu'on entend, on va dire classiquement, comme quoi, voilà, faut mettre un week-end shock, il faut manger que des glucides, enfin on va dire beaucoup de glucides au quotidien, sinon pas de performance, et ça doit passer au-delà de tout, et on doit faire tourner, entre guillemets, même notre alimentation au quotidien autour de notre pratique du trail, et quand on est en course, il faut absolument manger le maximum de glucides possible, et si c'est plus de 100 grammes heure, tant mieux. Et du coup, ça, je trouvais ça assez intéressant. Maintenant, l'idée, c'est pas simplement de déconstruire des choses et des grands concepts de préparation et de se dire, en fait, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et le meilleur truc à faire, c'est 3 heures par semaine et uniquement 3 fois 1 heure de course par semaine, c'est tout. L'idée, c'est pas de déconstruire et de dire, ah bah voilà, c'est ça. Moi, l'idée, c'est potentiellement réfléchir maintenant à qu'est-ce qu'on construit, entre guillemets. Et sur quoi on va pouvoir baser sa préparation, fonder sa préparation beaucoup plus. Sur quoi est-ce qu'on peut fonder sa préparation si on n'a que 3 heures par semaine, 3 fois 1 heure par semaine, en ville, sans accès vraiment à du dénivelé, pour réussir à faire des 100 miles et des UTMB, si c'est ce qui nous chante et c'est ce qui nous fait envie. Et du coup, là-dessus, ce que je voulais partager, et ça rejoint un peu Jarnet, ce qu'il dit, c'est... à un moment, il repart et dans l'interview qui est super intéressante, il dit en fait, c'est quoi la base de la pyramide? Et là, on travaille sur le haut de pyramide. Et il dit quand vous êtes en train de monitorer votre poids de corps, par exemple, et l'évolution de votre poids de corps pendant la saison, quand vous êtes en train de monitorer votre supplémentation, etc., potentiellement, parfois, vous êtes sur le haut, voire le très haut de la pyramide, et ça, à moins d'être à 10 heures d'entraînement par semaine, ça n'a pas vraiment d'impact. Il faut mieux se concentrer sur la base de la pyramide, entre guillemets. Et du coup, qu'est-ce que c'est la base de la pyramide? Et moi, ce que je trouve intéressant et le message que je veux partager là, c'est que quand vous avez que 3 heures par semaine pour vous entraîner pour un UTMB, ou pour un 100 miles, ou pour faire de l'ultra, peu importe d'où on part, ce qu'on a envie de faire et comment, c'est comment est-ce qu'on se concentre exclusivement sur la base de la pyramide. Et du coup, là-dessus, on a un shift total, un shift mental total qui est plus sur la maximisation de la consommation de glucides, qui est plus sur le plan de l'adaptation d'un plan d'entraînement avec 15 séances dans la semaine, etc. Mais qui est beaucoup plus, ok, c'est quoi la base de ma pyramide? On n'est plus pareil dans les effets de tapering et donc d'affûtage pour gagner 1 ou 2% si on est un professionnel du Tour de France, etc. On est là exclusivement dans le 3 heures par semaine, 3 fois par semaine, sur la base de la pyramide. Et là, on n'est plus en train de parler de ces paramètres optimaux pour gagner un demi %. On est vraiment sur, ok, je dois me concentrer exactement sur l'essentiel et prioriser qu'est-ce qui est le plus important. Et là-dessus, moi, je vous partage potentiellement ce que je mets en place, ce qui ne veut pas dire que c'est un exemple, ce qui ne veut pas dire que j'ai raison, mais c'est juste potentiellement si ça peut vous aider pour construire aussi vous et donner un point de vue et un point de réflexion un peu différent. Parce que je pense que c'est important si on veut rendre l'ultra encore plus accessible, parce que, et je pars du principe que le rendre plus accessible, c'est bon en soi, parce que c'est participer à une meilleure santé, à un meilleur épanouissement personnel. Donc, si on se concentre sur la base de la pyramide, qu'est-ce qu'on met en place potentiellement? Et du coup, là, pour moi, le premier facteur, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on court? C'est quoi la raison fondamentale du fait de courir et de vouloir, et ensuite à l'intérieur de courir, vouloir faire un 100 miles ou telle épreuve? Et là, je commence spécifiquement sur pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on court? Et pour moi,
quelle est la réponse à laquelle on apporte? Enfin, quelle est la réponse qu'on apporte à ça? Et pour moi, c'est juste être capable, à n'importe quel moment, de faire ce que je veux, entre guillemets, d'un point de vue sportif. C'est-à-dire que demain, si on me propose de faire un 100 bornes, si on me propose de faire un 40 bornes, si on me propose de faire un 170 bornes, ou si on me propose une aventure qui n'arrivera peut-être pas, mais du moins, c'est possible. C'est possible parce que mon corps, il est capable. Et s'il est capable, ça veut dire que j'ai un enfin, que je juge, pour moi, j'ai un équilibre de vie qui me fait envie. J'ai envie d'avoir cet équilibre-là. Je pense et je suis intimement convaincu que ça veut dire aussi que je suis en bonne santé. Et j'espère que c'est durable, et c'est-à-dire que je suis en bonne santé pour longtemps, grâce à ce que je fais et ce que je mets en place au quotidien, et qui me permet d'être prêt à faire un 100 miles. Si c'était la semaine prochaine, bah c'est la semaine prochaine. Et du coup, ça, pour moi, le plus important. Pourquoi est-ce qu'on court? Et moi, si je devais donner une définition de pourquoi est-ce que je cours et pourquoi est-ce que je fais ça, c'est pas pour essayer de faire du TMB en moins de 30 heures ou autre chose, ou pour shiner ou quoi que ce soit. Je dis pas qu'il faut pas ça, hein. Je dis juste que pour moi, si je devais le résumer, c'est juste réussir à faire des 100 miles une ou plusieurs fois par an. C'est juste pour moi la signature que, ok, mon corps, il est capable de faire ça à peu près à n'importe quel moment parce qu'il est, entre guillemets, en bonne santé et pour longtemps. Et du coup, ce que je fais au quotidien, potentiellement, ça va maximiser l'espérance de vie en bonne santé, peut-être, mais du coup, du kiff et le fait de, voilà, de se sentir bien, capable. La deuxième chose, donc du coup, la base de la pyramide, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est le pourquoi. Et ça, c'est le facteur numéro un et le plus important. S'il n'y a pas ça, je vois pas comment on peut arriver au-delà. Et s'il n'y a pas ça, même si on s'entraîne comme un pro ou 30, 50 heures par semaine, à mon avis, on n'y arrivera pas, ou du moins, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, base de la pyramide, le premier, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? La deuxième chose, c'est la biomécanique de course. Sa foulée, sa posture. Pour moi, ça passe par le chaussant, avant tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est du plaisir en plus. C'est-à-dire que une bonne biomécanique pour moi, et de ce que j'ai pu lire, ou mon interprétation de ce que je lis, si on n'a que 3 fois par semaine pour se préparer à ces efforts-là, la biomécanique, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est du côté positif, c'est augmenter le plaisir qu'on a à chaque pas qu'on fait en courant, voire même en marchant, augmenter le plaisir. Et donc, la valeur perçue de ces 3 heures de course par semaine, et là on est vraiment sur le montant, la valeur relative de ça, l'importance et le kiff que ça peut être. Donc pour moi, la biomécanique de course et travailler sur cette biomécanique, pour moi ça passe par le chaussant avant tout, et c'est du plaisir en plus. Et de l'autre côté, c'est des blessures en moins. C'est des blessures et des besoins de faire en moins. C'est-à-dire que en fonction de ça et en portant de l'ascension sur ma biomécanique de course, pour moi, c'est l'élément numéro 2, après le pourquoi, qui est beaucoup plus mental. Sur la partie physique, c'est la biomécanique de course. Pourquoi? Parce que c'est des blessures, c'est des douleurs en moins, et c'est du plaisir en plus. Et du coup, si j'ai pas de moment où, parce que je suis pas blessé, si j'ai pas de moment où je peux pas courir, bah, potentiellement, je maximise l'effet de ces 3 heures. Si j'ai que 3 heures par semaine, mais que je dois m'arrêter une semaine par mois parce que je suis blessé ou j'ai mal, bah là, à mon avis, ça devient impossible. Et en plus, il y a beaucoup moins de plaisir. Alors que si j'ai que 3 heures par semaine, mais je sais que c'est ces trois très belles heures de ma semaine parce que je vais kiffer, et je sais que ça passe par ma biomécanique, bah ça, c'est ma base de la pyramide. L'autre chose, et le troisième élément pour moi dans cet ordre-là, pourquoi? La biomécanique. 3, c'est l'allure. Et je le dis bien au singulier et pas au pluriel. C'est pas mes allures ou la répartition des allures entre fractionnés, etc. C'est mon allure. Pourquoi? Parce que je pense que métaboliquement, si on n'a que 3 heures par semaine pour s'entraîner, bah potentiellement on peut travailler qu'une seule allure, et pour moi c'est plus valable d'essayer d'être le plus fort possible sur une allure grâce à ces 3 heures d'entraînement, plutôt que d'aller maximiser ou d'aller chercher 2, 3, 4, voire plus d'allures sur lesquelles je vais passer que quelques minutes ou quelques dizaines de minutes par semaine. Là, si j'ai grosso modo que 180 minutes par semaine à passer à une allure, ou à répartir entre les allures, bah pour moi, c'est en choisir une, et par contre être super bon pour suivre cette allure-là, parce que métaboliquement, pour moi, c'est l'allure la plus importante, si on n'a que 180 minutes par semaine à travailler pour nous permettre de maximiser nos chances de kiffer et de réussir des 100 miles. Donc le troisième élément, c'est son allure, et pas ses allures, quand on n'a que 3 heures par semaine. Et le dernier élément, c'est le volume qu'on va pouvoir mettre. Et pour moi, ce volume, c'est une conséquence, c'est-à-dire c'est un équilibre de vie avant tout. Comment est-ce que je trouve mon équilibre de vie dans lequel je vais insérer ces 3 heures par semaine, ou plus, ou moins, mais comment est-ce que je trouve mon équilibre de vie pour plugger du coup un volume en étant en paix. En paix, c'est quand je suis dans mon instant présent, quand je cours, je suis dans l'instant présent. Et je kiffe ce que je fais. Je suis pas dans le remords ni dans le regret.
quand je cours, parce que je suis pas là où je préférerais être, où il faudrait où j'ai l'impression de devoir être plus que ce que je suis en train de faire. Et le deuxième élément, c'est ne pas être dans le regret ni dans le remords quand je suis pas en train de courir et pas en train de physiquement me préparer basket au pied, parce que du coup je suis dans le remords ou dans le regret de je devrais faire plus ou je devrais faire différemment, etc. Donc c'est comment est-ce que j'arrive à trouver mon équilibre de vie. Donc si je résume, pour moi, le plus important pour être capable de faire des 100 miles, c'est travailler sur la base de la pyramide. Et quand on est amateur, et dans le cas particulier, on n'a que 3 heures par semaine, c'est le pourquoi. Et je pense que c'est valable même si on a entre 3 et même entre 1 et 10 heures par semaine. Pour moi, le plus important, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je cours au quotidien? Et pourquoi est-ce que c'est important? 2, ma biomécanique de course. 3, mon allure. Et 4, mon volume qui est conséquence de mon équilibre de vie. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Et être très très clair dessus. Pourquoi? Biomécanique, mon allure, mon équilibre de vie égale mon volume. Ça, c'est la clé pour réussir à faire des 100 miles. Et ça, à mon sens, si on n'a pas de conditions invalidantes, comme le dit à nouveau Guillaume Millet dans l'Ultra Trail, si on n'a pas de conditions invalidantes, trouver pourquoi, trouver sa biomécanique, trouver son allure, trouver son équilibre de vie, ça, c'est les ingrédients suffisants et nécessaires pour réussir à faire des 100 miles. Et derrière, que ce soit la résultante de ces 4-là, on les applique sur 1 heure de course par semaine, 10 heures de course par semaine, 30 heures de course par semaine, 40 heures de course par semaine, on y arrive. Peu importe, entre guillemets, ce qu'on va mettre derrière. Et après, dernier truc qui pour moi est important, c'est ça, c'est ce qu'il y a au quotidien. Et pour moi, la condition pour réussir ces 100 miles, c'est avant tout ce qu'on met au quotidien et ce qu'on va répéter et ce sur lequel on va faire passer, entre guillemets, des semaines et des semaines, voire des mois, voire des années. Et c'est à partir de ça que derrière, ou même plutôt d'un autre côté, on va définir les épreuves qu'on va faire. Mais pour moi, les deux sont dissociés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce que je mets en place au quotidien et ce que je peux mettre dans mon cadre de vie et amateur en garantissant ces 4 éléments. Et de l'autre côté, il y a les courses que je veux faire. Mais les deux sont indépendants. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas je veux faire telle course et du coup, je vais forcément me mettre tel volume, tel grammage de glucides, telle séance, telle allure, telle intensité, tel équipement, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Non, c'est pas je pars de l'épreuve que je veux faire et du coup, je vois qu'il faut que je fasse tout ça. Parce que sinon, pour moi, on a un déficit de motivation. Pour moi, on va prendre des méthodes ou des trucs qui marchent des autres et on va, entre guillemets, se perdre et avoir de plus en plus de chances de perdre aussi notre corps dans ce process-là et donc de se blesser, de se démotiver ou de pas y arriver. Et donc pour moi, c'est qu'est-ce que je mets en place au quotidien et la base de la pyramide, c'est sur le quotidien. Et 2, et de façon indépendante, entre guillemets, c'est trouver l'épreuve qui nous parle. Donc éviter de partir de l'épreuve et de mettre tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on lit de l'extérieur de qu'est-ce qu'il faut pour réussir à faire ça. Et 2, c'est pourquoi est-ce que je cours. Et du coup, ça me ramène à moi, pourquoi est-ce que je le fais et tout. Je le partage, c'est pas un exemple, etc. Mais juste pour montrer que ça peut être complètement différent du volume qu'on entend, ou de la capacité ou autre chose. Et encore une fois, ça peut être ça qui nous motive. Il y en a, c'est faire tel volume d'entraînement, c'est ça qui les motive le plus. Et la course, finalement, c'est annexe. Pour moi, c'est un peu différent. Et notamment là, du coup, à 3 mois, quasiment jour pour jour, du départ de l'UTMB, il y a une course et un dossard avant l'UTMB qui sera fin août. Du coup, je vous explique pourquoi et je partage pourquoi est-ce que l'ultramarin, donc les 170 ou 180 km de l'ultramarin dans un peu moins d'un mois, pourquoi est-ce que je la fais en fait? Ça n'a rien à voir avec mon quotidien et avec ce que je fais. La raison pour laquelle je veux le faire, il y en a deux. Principalement, c'est le moment partagé avec les potes. Du coup, ce sera Caro et Vincent qui, eux, font 34 km de marche nordique. Et ce qui va me faire le plus kiffer et pourquoi j'y vais, c'est partager, du coup, partir de Lyon en train le jeudi matin à 6h30 pour les retrouver l'après-midi à Nantes, aller sur les bords du golfe avec eux, le lendemain leur faire l'assistance sur leurs 34 km de marche nordique et ensuite, moi, à partir pour la course. Et le samedi soir, partager cette tranche de vie en Bretagne, Vincent est breton, cette tranche de vie en Bretagne sur un apéro, si jamais j'ai la chance d'arriver avant la tombée de la nuit, du coup vivre un apéro avec eux en étant, on va dire, avec un niveau de conscience un peu modifié physiquement et mentalement après tant d'heures de course et tant de kilomètres réalisés, si tout va bien, dans les 24 heures qui précèdent. Donc les potes, et 2, ce qui me fait le plus kiffer et ce pourquoi j'ai choisi cette épreuve-là, c'est entre guillemets de courir au bord de la mer et d'avoir les odeurs du golfe du Morbihan, que ce soit l'iode dans l'air, que ce soit... Et ça, je veux le vivre pendant plus de 24 heures et du coup le voir de jour, de nuit,
lever du soleil, coucher du soleil, à midi, quand ça tape fort, s'il fait chaud, quand le soleil se lève, etc. Donc deux choses. Pourquoi est-ce que je fais l'ultramarin? Un, c'est partager avec les potes et cette expérience avec Caro et Vincent avant tout, et puis après il y aura les bénévoles, il y aura les autres coureurs que je vais rencontrer sur la course, etc. Et la deuxième chose, c'est ce cadre assez unique de cette région, de ce parcours, et notamment le fait d'être du coup au bord du golfe, avec la mer, l'océan, et du coup avoir ces odeurs, avoir ces lumières, avoir cette faune, cette flore aussi, et faire l'expérience de ça, avoir au pied parfois du sable, tout ça. Donc ça, c'est pourquoi je fais l'ultramarin. Et ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est un défi. Je dis pas qu'il faut pas, ou que c'est la seule façon, ou que c'est la bonne façon de faire. Mais ça n'a rien à voir avec le défi de faire 180 km en moins de 24 heures, ou en moins de 40 heures, ou en moins de 50 heures, avec 1005 de D+, etc., etc. Vraiment, moi, c'est ça qui compte, les potes et l'odeur de la mer. Et ensuite, ça pose la question de pourquoi l'UTMB. Et pour moi, ça, c'est hyper important, c'est définir, pourquoi est-ce que je prends ce dossard-là, à ce moment-là, et pourquoi est-ce que je le prépare dans telles conditions. Et ce qui me fait kiffer, moi, sur l'UTMB, là, sur ce troisième UTMB, et ce dont j'ai le plus envie, c'est vivre 3 moments particuliers de la course, si jamais ils se présentent. Et encore une fois, ça se trouve, ça se passera d'une façon que ça n'arrivera pas. Mais pour moi, c'est ces 3 moments qui me font kiffer et que j'ai envie de vivre le plus. Avant tout, il y a plein d'autres éléments qui me font j'ai envie d'être là-bas à ce moment-là, etc. Mais les 3 éléments qui me font le plus kiffer, c'est de vivre le lever de soleil du samedi matin. Est-ce que ce sera au lac Combat, là, à peu près là où les 2 premières fois le soleil s'est levé dans ma course? Est-ce que ce sera avant parce que j'en étais moins vite? Est-ce que ce sera après parce que j'en étais plus vite? Mais c'est de vivre ce lever de soleil du samedi matin, on va dire autour du Mont Blanc et dans cette ambiance-là. Le deuxième moment que j'ai particulièrement envie de vivre et qui m'attire de revivre, entre guillemets, c'est le moment entre La Foulie et Champais et toute cette vallée là vers Pratfort. Est-ce que je vais être capable de recourir et comment ça va se passer au moment où je vais partir de La Foulie, longer un peu le ruisseau du fond de vallée et après les passages de route un peu roulants, globalement faux plat descendant dans Pratfort. À un moment, je me souviens très bien, il y a une fontaine à un moment donné dans le village, etc. J'ai envie de revivre ce deuxième moment. Et le troisième moment que j'ai envie de revivre aussi, le plus, c'est la tombée de la nuit du samedi. Où est-ce que je serais et dans quelle atmosphère et comment je serais au moment de la tombée de la nuit du samedi. Est-ce que je serais avant Champais, bien avant Champais? Est-ce que je serais à Champais, j'arrive, il fait jour, je repars avec la frontale? Est-ce que je pourrais repartir, il fera encore un peu jour et j'allumerai la frontale qu'après? Est-ce que j'arriverai à faire la totalité de la montée suivante sans frontale? Bref, la première chose et ce pourquoi j'ai envie de faire l'UTMB et ce que je veux kiffer là-bas, avant tout, c'est ces 3 moments-là. Et après, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres éléments. Mais par exemple, le fait de le faire en moins de X heures ou de réussir à cocher cette case-là ou d'être triple fiduciaire de l'UTMB, etc., passe bien après. Mais du coup, voilà, c'était juste vous partager ça aussi sur le fait que réussir un UTMB, un 100 miles avec 10 000 de D+, en s'entraînant que 3 fois 1 heure par semaine, à mon avis, c'est possible. Ça veut dire se concentrer sur la base de la pyramide. Vous partagez qu'il y a potentiellement quelques fissures ou du moins on peut avoir un impact et c'est beaucoup plus vaste ce qu'on peut aller chercher et comment ça peut se passer que simplement ce qu'on entend dans la littérature, on va dire classique de l'extérieur sur ces épreuves-là, pour être beaucoup plus maître de ce facteur d'épanouissement, qu'on peut adapter sa préparation à notre mode de vie, à notre historique sportif, que ça ne se résume pas simplement à la capacité à faire rentrer 15 heures d'entraînement par semaine, du dénivelé, des week-end shocks pendant au moins 2 ans, ou 3, ou 4, ou 5 de sa vie, mais au contraire, c'est ce focus, comment est-ce qu'on peut être encore plus intransigeant pour rendre chaque seconde qu'on passe à l'entraînement productif, le plus productif possible, avec des priorités, et pour moi ça passe par le travail de la base de la pyramide. Pourquoi est-ce que je fais ça? Deuxième chose, ma biomécanique de course, ensuite mon allure, et enfin le volume que je peux caler pour être en équilibre de vie. Et donc c'est son équilibre de vie en 4. Et ça pour moi c'est le plus important, couplé à pourquoi est-ce que j'ai envie de telle épreuve. Et pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller au bout, ou pas d'ailleurs, de telle ou telle épreuve. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre finalement. Et pour moi ça suffit. Ça suffit pour se préparer. J'espère réussir. Je vous dis, ça fait quelques années maintenant que ça passe. Maintenant, est-ce que c'est idéal? Est-ce que c'est la seule façon? Loin de là. Mais le fait de s'entraîner à 3 heures par semaine pour réussir un UTMB, je ne veux pas dire, j'espère que je ne fais pas n'importe quoi, ou alors complètement, et on verra fin août, ce sera ça le juge de paix. Mais du moins, c'est ce que je voulais partager là. C'est potentiellement, il y a un vecteur d'épanouissement qui est très fort. Les dogmes ou ce qu'on entend de l'extérieur est pas forcément applicable à soi. On peut être beaucoup plus et on est beaucoup plus maître de sa performance et de son épanouissement à travers ces épreuves-là
au quotidien comme le jour J que ce qu'on peut bien entendre. J'espère vous avoir donné 3 éléments un peu factuels sur ce que j'entends dans les dernières semaines de plusieurs sources, et puis potentiellement essayer de vous donner des outils pour vous aussi construire ou renforcer du moins votre préparation, parce que pour moi c'est un facteur de on est beaucoup plus libre et maître de ce qu'on fait, notamment dans ces épreuves-là. Et j'espère que vous kiffez un maximum sur les sentiers. La suite au prochain épisode, et peut-être que dans 3 mois, tout ça s'effondrera, ou au contraire, ça passera, peu importe, mais au moins, j'aurai kiffé chaque jour de la préparation, et notamment grâce à cette vidéo et grâce à vous. Merci beaucoup, à très vite.